Sénégal, professeur Doudouba, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, Monsieur Sow, Monsieur le vice-président de l'Académie de France, professeur Olivier, Monsieur le président du COPEP, professeur Pierre Roger, Mesdames, Messieurs, j'ai accepté de donner cette conférence à la demande de mon ami, collègue et frère, professeur Mary-Teuw Niane, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, et avec beaucoup de plaisir. Ce dernier, il est absent du pays. En janvier 2012, la Commission nationale française pour l'UNESCO, l'Institut des hautes études scientifiques, IHES, et la Fondation Cartier pour l'art contemporain ont co-organisé un colloque à Paris sur le thème « Mathématiques pour tous ». Et j'ai eu l'honneur et le privilège d'y être invité pour introduire la 4e table ronde sur le sous-thème « Éducation aux mathématiques dans le monde, une situation mouvante et contrastée ». Depuis cette date, plusieurs colloques et conférences se sont succédés portant partout dans le monde pour examiner l'interaction et l'interpénétration entre les mathématiques et les autres disciplines. Le plan de ma conférence est le suivant. Je donne d'abord ma vision sur les mathématiques. Le deuxième point, c'est le lien entre les mathématiques et quelques disciplines. Le troisième point, c'est quelques exemples d'application. Et le quatrième et dernier point, la conclusion. J'adhère à l'idée selon laquelle notre univers est un objet mathématique. Cette idée est très ancienne et remonte à Euclide et à d'autres savants grecs. Il y a 400 ans, Galilée affirmait que notre monde était écrit dans le langage des mathématiques. Et au XVIIIe siècle, Laplace et d'autres scientifiques l'ont suivi dans cette voie. Et depuis lors, les scientifiques ne cessent de découvrir de plus en plus de structures mathématiques expliquant le monde qui nous entoure, aussi bien que les événements, les phénomènes naturels, les découvertes et les innovations technologiques qui s'y produisent. Tout autour de nous est fait de molécules, de particules, autant d'entités qui sont définies par des nombres. Et l'espace lui-même n'a de propriétés autres que ses propriétés mathématiques. Partant de ce postulat d'un monde et d'un espace purement mathématique, le concept dit tout mathématique paraît moins insensé et par conséquent l'objet de notre conférence, de ma conférence, devient plus clair, pour ne pas dire évidente, mais rend ma tâche plus difficile compte tenu du choix que je dois faire sur une multitude de disciplines et d'exemples. Les mathématiques ont été utilisées de tout temps par différentes personnes. Cependant, ces dernières années, elles ont été en pleine expansion. Cette expansion a permis de grandes découvertes. Ces dernières ont été très utiles dans la robotique, les appareils électroniques, la mécanique, la médecine, etc. Un article canadien tiré de l'encyclopédie canadienne sur Internet met en avant l'importance des mathématiques dans les domaines tels que la science de l'ingénieur et la technologie, dont les mathématiques
sont le langage. Les mathématiques ont un grand rôle dans le développement de ces disciplines, si bien que l'on peut dire que sans les mathématiques, il n'y aurait ni science ni génie. C'est en utilisant des mathématiques que Peter Higgs, Robert Brood et François Englert ont calculé et prédit l'existence d'une particule, un boson, donnant la masse à toutes les autres. Sa découverte en 2012 au collisionneur de particules construit à Genève a conduit au prix Nobel de physique en 2013. La simulation numérique renvoie à un spectre assez large de pratiques et d'objets. Ce terme, simulation numérique, désigne des techniques utilisées pour des équations qui décrivent le comportement d'un système auquel on ne peut trouver de solutions mathématiques pures. Il faut donc procéder à des simplifications et chercher des solutions approchées par calcul numérique. Les simulations numériques sont utilisées dans plusieurs études. La désintégration du boson, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'émergence de la monogamie dans la société des primates, la croissance économique, la coopération humaine, le pliage des protéines, la géologie, la climatologie, etc. La course aux millions de pixels fait exploser le volume nécessaire au stockage des images numériques. Il faut les comprimer pour faciliter leur manipulation. Le standard de compression pour le cinéma, la cardiographie, à partir des images satellites JPEG 2000, repose sur une découverte au parcours extraordinaire, les ondelettes. Ces ondelettes ont été découvertes par l'ingénieur, j'insiste encore, l'ingénieur pétrolier, parce que le pétrole est actuellement en vogue, français, Jean Morlet, dans les années 1970, pour traiter les données de la prospection pétrolière. Pour étudier un signal, on le décomposait en fonctions sinusoïdales. Cette analyse dite de Fourier, utilisée depuis 2 siècles, est peu adaptée aux signaux qui changent d'allure. Jean Morlet a eu l'idée de les décomposer d'autre manière, les ondelettes. Les mathématiciens français Yves Meyer a par la suite étayé la découverte de Jean Morlet en l'insérant dans un cadre mathématique théorique qui a permis d'en élargir les domaines d'application. Aujourd'hui, si naviguant sur le web, vous voyez une image floue devenir nette peu à peu, c'est sans doute qu'elle a été comprimée en ondelettes pour être moins lourde à télécharger. Yves Meyer a obtenu, grâce, entre autres, à ses travaux sur les ondelettes, le prix Abel, l'équivalent du prix Nobel en mathématiques de 2017. La croissance de l'information met également en avant les mathématiques, car elle en résulte. En effet, on constate que les mathématiques tiennent une place importante dans le domaine de l'informatique. Les domaines suivants, la robotique, la conception logique, les structures algébriques, les algorithmes, les langages formels, les théories des courbes, la théorie des courbes et les automates, dont l'informatique est majoritairement composée, sont mathématiques. Les mathématiques sont aussi innombrables et quotidiennes dans les finances, l'architecture, construction de ponts, la météo, les robots, les cartes bancaires, les automobiles, l'aéronautique, les satellites, systèmes de localisation par exemple, et les portables. La biologie moléculaire, dans sa partie sociologie des gènes et des protéines, utilise largement
la théorie des graphes. Je vais vous donner maintenant quelques exemples d'application. Le premier exemple, ce qu'on appelle les codes barres. Un code barre est un code à barre ou code à barre est la représentation d'une donnée numérique ou alphanumérique, c'est-à-dire composé de chiffres et de lettres, minuscules ou majuscules, sous forme d'un symbole constitué de barres et d'espaces. Les usages des codes barres. Les codes barres se trouvent dans de nombreuses sphères de l'activité économique, principalement celles qui impliquent la circulation des biens et l'identification. Parmi les principaux usages de cette technologie basée sur les mathématiques, je mentionne le suivi des articles dans les magasins à rayons afin de mieux gérer les inventaires, la facturation et la comptabilité. Le suivi des envois postaux comme les colis, le suivi des bagages sur les lignes aériennes, l'identification des patients et des médicaments. Depuis 2005, plusieurs compagnies aériennes utilisent les codes barres sur les cartes d'embarquement. Et puis, il y a le codage d'hyperliens en code 2D pouvant être lu par un téléphone mobile, ce qui donne accès à une page web. L'évolution de son utilisation, l'utilisation évolue maintenant vers au profit donc des personnes handicapées. Le code barre peut faciliter l'accès à l'information par des personnes aveugles. Deuxième exemple, c'est le Bitcoin et crypto-monnaie. J'en ai parlé tout simplement. Nous savons tous que la monnaie, c'est quelque chose que l'on peut échanger pour payer ou être payé. Il y a quelques exemples de monnaie. Je ne donne pas l'historique. Et le problème de la monnaie, des monnaies que nous utilisons aujourd'hui, c'est que ces monnaies sont contrôlées par les États, ce qui n'agrée pas aux libertariens ni aux trafiquants. Les États dictent les règles. Les États et les banques peuvent suivre toutes les transactions électroniques. Si une banque fait faillite, l'argent est perdu. L'Internet est donc un nouveau terrain d'investigation. Pour relier à un pays, certaines transformations ne sont qu'électroniques. Le cahier de charge pour une nouvelle monnaie est constitué des points suivants. La monnaie ne doit pas être contrôlée par un État, doit avoir une valeur stable. Les transactions doivent être gratuites, si possible, pas de frais. La monnaie ne doit être dépensée 2 fois. C'est trivial pour l'or, mais difficile à prouver pour les données. Le candidat privilégié pour la réalisation de ces conditions, c'est la cryptographie, une discipline mathématique, la cryptographie asymétrique. Troisième exemple, c'est la détermination. Ça, c'est un article que j'ai trouvé et qui est très intéressant, écrit par un chercheur français du nom de Sylvain, dans un groupe de travail mathématiques et biologie. C'est la détermination du sexe selon la température chez les crocodiles. Les espèces, dans son introduction, il dit que les espèces actuelles de crocodiles existent depuis 100 millions d'années et sont pratiquement inchangées depuis 63 millions d'années et l'extinction des dinosaures. On peut s'interroger sur les causes de leur grande capacité de survie. L'auteur trouve qu'il y a des différences majeures entre les crocodiles et la plupart des autres espèces et que leur sexe est déterminé par la température d'incubation de l'œuf durant la gestation. À la basse température, ce sont des femelles qui se développent. À la haute température, on obtient des mâles. Les valeurs limites varient selon les espèces. Il construit un modèle mathématique pour étudier ces crocodiles. Vous pouvez trouver donc l'article dans Google.
Quatrième exemple, c'est la correction d'erreurs. En 1947, face au dysfonctionnement des ordinateurs de l'époque, l'Américain Richard Hamming se dit que si une machine s'est arrêtée parce qu'elle s'est trompée, elle doit aussi pouvoir détecter et corriger ses erreurs. C'est ainsi que ce mathématicien de Bill, laboratoire de Bill, a lancé l'idée de code correcteur d'erreurs, des outils que l'on trouve aujourd'hui partout dans le monde de l'informatique et des télécommunications, depuis les CD jusqu'aux satellites, en passant par les téléphones portables, les guichets automatiques, etc. Alors, je voudrais donner peut-être quelques petits exemples sur l'idée qu'il avait utilisée, l'utilisation donc de la théorie des codes correcteurs d'erreurs. Si un vendeur a dans son magazine les 4 articles suivants, c'est cassis, ananas, mangue et orange. 4. Un acheteur on achète la voix, c'est l'Internet. C'est l'Internet commande un article et que le vendeur trouve que l'article commandé, c'est écrit langue. Il n'a pas de langue, donc il peut corriger facilement cette erreur parce que par mangue, en disant tout simplement que le M s'est transformé en L, s'il y a une erreur, il peut corriger. Mais imaginons qu'il y ait 2 erreurs. Par exemple, il envoie Oranas. Les marchandises, c'est cassis, ananas, mangue et orange. Là, il y a 2 erreurs. On ne dit pas que ça ressemble à ananas parce que l'ordinateur n'écoute pas, mais lit. Ce n'est pas le son, c'est les lettres. Cela veut dire qu'il est donc plus proche des mots ananas et du mot orange, si on considère qu'il y a 2 erreurs. Mais imaginons si les 2 erreurs s'augmentent, la tâche devient difficile. Et la théorie des codes correcteurs d'erreurs, c'est de doter la machine d'une capacité de détecter les erreurs et de les corriger. Et on le trouve aussi avec les CD, les cartes bancaires, parce que quand vous utilisez votre carte bancaire plusieurs fois, il y aura des ratures. Le guichet automatique est doté d'un outil qui lui permet de détecter les erreurs et de le corriger, pour dire, vous ne demandez pas 1000 francs, mais vous demandez tel. Voilà. Alors, le dernier exemple, c'est les mathématiques et la musique. Je ne peux pas ne pas en parler parce que à la dernière conférence, la conférence que j'ai citée, la Fondation Cartier était co-organisatrice. Le lien entre mathématiques et la musique ne date pas d'hier, puisque dès l'Antiquité, la musique est associée aux mathématiques. Elle est même considérée par Pythagore au VIe siècle avant Jésus comme étant une science mathématique au même titre que l'arithmétique, l'astronomie et la géométrie. La musique fait paraître des structures remarquables qui peuvent être décrites mathématiquement et on peut étudier les propriétés d'un point de vue, ces propriétés d'un point de vue mathématique. Les mathématiques peuvent aussi proposer des modèles qui permettent de générer des musiques et de simuler des musiques déjà existantes. Il y a une étude qui a été faite par un certain, j'ai oublié son nom, c'est le directeur de l'Institut de haute études de sciences sociales. Oui, un autre exemple, mais simple, c'est sur les tonalités musicales vues par un mathématicien. C'est un article que je lis, mais qui utilise des outils mathématiques simples. L'objet de cet article est en particulier de montrer que le choix des 7 notes de la gamme classique Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, parmi les 12 notes du système tempéré, il est le seul choix possible qui satisfasse à des critères naturels liés à la transposition. L'approche utilisée,
qui n'emploie que des considérations mathématiques élémentaires, fournit également des justifications purement mathématiques ou combinatoires à l'usage de la gamme mineure augmentée. La conclusion. Alors, c'est étonnant de constater que le monde abstrait des mathématiques, le monde des idéaux de Platon, éclaire notre propre monde concret, celui d'Aristote, son élève. L'univers physique semble gouverné par les mathématiques qui ainsi se trouvent avoir des applications non seulement étonnantes, mais aussi indispensables dans le fonctionnement de notre société. Ce mystère, le physicien Eugène Wigner le qualifiait cette déraisonnable efficacité des mathématiques. Je crois que maintenant, ce n'est plus un mystère. Les physiciens l'ont compris. Ils ne parlent plus d'opposition onde-particules, mais ils parlent plutôt de dualité onde-particules. C'est aussi, on ne doit plus parler de mathématiques pures opposées à mathématiques appliquées. C'est la dualité mathématique pure appliquée. Et avant de terminer mes propos, je ne peux pas m'empêcher de remercier des collègues ici présents. D'abord les organisateurs, le professeur Toguebaye, le professeur Abdoussen, Momodou Sy, et tous ceux qui les ont soutenus, Moussa Lo. Et je voudrais remercier des collègues français qui ont beaucoup contribué au développement des mathématiques, non seulement au Sénégal, mais dans la sous-région. Je voudrais nommer Pierre Auger, co-fondateur de IMISCO. Et il participait aussi au master de système complexe créé ici à Dakar, à l'IRD. Je voudrais nommer aussi le professeur Gauthier Salé, qui a encadré beaucoup d'étudiants en mathématiques appliquées, surtout dans le domaine de l'épidémiologie au Sénégal et dans d'autres pays africains. Le professeur Cambier, qui est aussi un grand ami, qui a aussi contribué à la mise en place de plusieurs formations dans notre pays. Donc, je vous remercie tous pour votre aimable attention. Merci.